Bonjour à tous. Donc, on Bonjour se à tous. retrouve aujourd'hui pour un webinaire qui portera sur la fiscalité des flottes et les opportunités. On vous propose d'attendre 2 minutes afin que les éventuels retardataires puissent se joindre à nous. Et puis, on commencera le webinaire pour 45 minutes. Allez, les 47, donc on va commencer ce webinaire. Donc bienvenue à toutes et tous. On se retrouve dans le cadre des UPSA Summit, donc une série de 8 webinaires thématiques. Donc celui-ci sera dédié à la flotte. Je suis donc Antoine Boutin, chef de projet en mobilité durable chez Ecodev que je présenterai juste après. Et je laisse Chloé se présenter. Bonjour à tous, à toutes et à toutes, pardon. Je suis donc Chloé Montieu, consultante experte en véhicules et mobilité chez EPSA depuis une dizaine d'années. J'accompagne les entreprises dans la transformation de leur flotte de véhicules et de leur mobilité de manière plus large. Merci. Merci Chloé. Donc je vous propose de commencer ce webinaire avec le chiffre de 2. 2, c'est 2 millions de véhicules qui sont immatriculés chaque année et dont la moitié sont issus de flottes professionnelles, donc flottes professionnelles soit de collectivités, soit d'entreprises, et donc autant d'enjeux fiscaux, autant de véhicules qui sont exposés à des enjeux fiscaux. Et c'est pour ça qu'on vous propose la problématique suivante, à savoir, et si la complexité fiscale qui incombe aux flottes devenait une opportunité. Je vais essayer de changer de slide. Ouais, c'est bon. Alors, pour ce qui est d'Ecodev et d'EPSA de manière générale, puisqu'on présentera aussi par la suite, Ecodev, on est un bureau d'études qui a été créé il y a plus de 10 ans, qui est historiquement tourné sur les sujets de mobilité durable. On est porté par une ambition collective qui est d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique. Et on est structuré en 4 pôles, donc le pôle RSE, le pôle climat, le pôle mobilité et le pôle biodiversité. Et en l'occurrence, c'est le pôle mobilité et climat qui sont mobilisés dans le cadre de nos accompagnements flotte. Pour ce qui est de nos métiers, donc de nos prestations qui sont propres à Ecodev, mais également à EPSA Procurement, donc on réalise des diagnostics et des mesures d'impact, impact économique et impact environnemental. On fait du conseil stratégique, donc des feuilles de route de décarbonation surtout, et éventuellement des feuilles de route de transition de flotte avec un volet économique, on va y venir juste après. On fait du déploiement opérationnel, qu'on vous présentera également par la suite, et de la conduite du changement et de la valorisation. Une offre 360 degrés donc pour couvrir l'ensemble des problématiques auxquelles vous seriez exposé. Donc, ça reprend un petit peu ce que je disais juste avant, à savoir, on commence toujours par un audit. Donc là, en l'occurrence, un audit de flotte.
On est également en mesure de faire des revues critiques d'audit de flotte, d'état de parc. Ensuite, on va travailler sur construire une stratégie, financer le projet, donc avec une recherche de financement. On a une verticale qui est dédiée à cela chez EPSA. Ensuite, on va déployer le plan d'action, donc avec de l'accompagnement opérationnel. Et puis, ensuite, de la mesure et du pilotage de l'impact avec de la communication. Chloé, je te laisse peut-être dire un petit mot là-dessus. Oui, merci Antoine. Donc, chez EPSA Procurement, on va accompagner nos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de mobilité. Notre approche est très globale et toujours alignée sur les objectifs à la fois économiques, environnementaux, réglementaires et RH de nos clients. Concrètement, notre expertise s'articule sur cette méthodologie que vient de présenter Antoine. Et je vais juste vous présenter quelques piliers, on va dire, stratégiques. Et le premier pilier, ça va être la stratégie de sourcing et de référencement sur lequel nous allons travailler afin de garantir un panel fournisseur qui soit adapté aux enjeux, notamment de transition énergétique et de performance économique de nos clients. Il y a toute une partie de présentation de leviers d'optimisation, qu'ils soient économiques, organisationnels, opérationnels, afin d'identifier les marges de manœuvre sur le terrain. Il y a une partie importante, surtout en ce moment, d'élaboration de scénarios d'impact qui permettent de simuler les effets d'un renouvellement de flotte automobile en fonction de différentes hypothèses que nous travaillons avec nos clients, en fonction du taux d'électrification de votre parc, en fonction du déploiement ou non de solutions de mobilité. Et donc, ces scénarios que nous travaillons avec Antoine sont sur les dimensions économiques, RH, mais également environnementales. Et en termes nous évaluons l'impact en termes d'émissions CO2. Et au-delà de ces analyses, nous intervenons également sur la politique de mobilité et de véhicules au sens plus large avec le catalogue véhicule. Et enfin, nous travaillons sur le dernier volet qui consiste à accompagner nos clients dans le changement, donc toute la conduite du changement, où nous aidons nos clients à embarquer nos collaborateurs dans cette transition énergétique, dans l'électrification, aussi sur les solutions de recharge, par exemple, les plus adaptées en fonction de nos clients et des usages des collaborateurs. Voilà, donc voici les grands thèmes que nous allons explorer ensemble. Donc d'abord les enjeux de la flotte automobile, ensuite les avantages en nature que nous verrons comme un levier d'attractivité RH. Nous aborderons ensuite la fiscalité avec ses contraintes et ses opportunités avant de terminer avec le crédit mobilité que nous verrons comme une alternative stratégique dans un contexte réglementaire en pleine mutation. Donc, on va revenir rapidement sur l'actualité 2025. Elle montre que c'est une année charnière pour les flottes de véhicules. La fiscalité, comme vous le savez, évolue fortement. Elle pousse les entreprises à accélérer l'électrification de leurs véhicules. Les nouvelles règles, notamment sur les avantages nature, rendent la gestion des parcs de véhicules beaucoup plus complexe, mais elles offrent aussi de réelles opportunités pour transformer la mobilité et optimiser les coûts. Donc, il est essentiel, et c'est vraiment le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, d'anticiper un maximum l'impact de l'ensemble de ces réformes et de ces évolutions et d'adapter sa stratégie de mobilité dès maintenant. Et alors, petite parenthèse avant de passer à la slide suivante, j'ai oublié de le dire en introduction, si vous souhaitez vous exprimer ou poser des questions, sentez-vous libre de le faire dans le chat, c'est avec grand plaisir que nous tenterons d'y répondre. Donc, vous l'aurez compris, ce que Chloé nous présente ici, c'est que l'État a clairement activé un levier fiscal pour inciter à la décarbonation. Il y a un certain nombre de leviers. Ici, on est plutôt sur de l'incitation et en même temps du coercitif.
mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sert un objectif qui est commun et qui est global, à savoir la décarbonation des transports. Donc, simplement pour vous rappeler, donc la France aujourd'hui est engagée dans les accords de Paris, donc des accords qui ont pour vocation de nous maintenir dans un réchauffement à plus de degrés à horizon 2100, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire à 4 degrés, ce qui peut être, ce qui est tout à fait alarmant d'un point de vue des conséquences, puisque a priori, on n'en a vu que le début. Donc, on a tout intérêt à se maintenir dans cette trajectoire de degrés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de degrés? Ça veut dire qu'il faut qu'on réduise nos émissions de CO2 de l'ordre de 5% par an. Et quand je dis on, c'est l'individu, mais aussi les entreprises et les collectivités, puisque on est finalement tout ou partie de chacun. Et donc, ça implique d'avoir un plan de transition. Spécifiquement sur les transports, donc les transports, pour rappel, sont responsables de un tiers des émissions de CO2. Parmi ce tiers, on a 50% qui sont issus de l'usage de la voiture individuelle. Le reste étant ventilé avec les transports maritimes, le transport routier et l'aéronautique. Et un des points saillants de ce tiers des émissions, c'est que les SUV, notamment, contribuent à l'augmentation de ces gaz à effet de serre, puisque c'est la principale hausse de gaz à effet de serre dans le monde depuis 2010. Donc il y a un vrai enjeu, et je vous l'ai mis en bas à droite. Donc si les SUV étaient un pays, il serait le 5e pays le plus émetteur au monde. Donc ça pose l'ampleur du sujet. Alors le SUV n'est pas le seul responsable, bien sûr. Il y a plein de choses qui sont impliquées, mais voilà, c'est important de le dire. Pour ce qui est donc des objectifs de décarbonation, on a des objectifs qui sont assez importants, hein, 5% par an. Et vous avez ici donc la trajectoire que nous devrions suivre. Donc 5%, vous l'avez peut-être déjà entendu, ce chiffre, c'est l'équivalent d'un Covid par an d'un point de vue des implications sur les flux. Et donc des implications aussi sur l'organisation des entreprises, sur l'organisation des individus, etc. Donc ça implique quand même des changements assez structurels d'un point de vue de nos habitudes de mobilité, notamment pour l'exploitation des flottes. Un petit rappel aussi sur l'impact environnemental de chaque mode de déplacement. Donc vous avez ici le facteur d'émission, donc l'impact environnemental par kilomètre de chaque mode de déplacement. Et donc ce qu'il faut très simplement retenir ici, c'est que la voiture thermique est le mode de déplacement le plus impactant au kilomètre. La voiture électrique est 70% moins émissif que le véhicule thermique, et le vélo assistance électrique, qui n'est pas sur le graphique, permet de décarboner de l'ordre de 100 fois moins. Donc voilà, tous les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes selon chaque mode de déplacement. Et donc il y a un enjeu à traiter le sujet de la flotte comme une nouvelle opportunité de multimodalité, d'optimisation de l'usage du véhicule thermique, de transition vers le véhicule électrique, et surtout de traiter le sujet de la réduction de la dépendance à la voiture de manière générale, pour se prémunir de tous les risques qui sont inhérents, puisque le sujet climatique est un prisme, mais il y a d'autres prismes, donc à savoir le sujet de la souveraineté, puisqu'aujourd'hui on a 97% des transports qui sont dépendants du pétrole, et notamment donc les transports routiers hein, essentiellement, mais aussi les transports maritimes et l'aéronautique. Donc ça pose une vraie question sur l'approvisionnement. Hein. C'est près d'un quart de nos approvisionnements en pétrole qui sont issus soit des États-Unis, soit de l'Arabie Saoudite, par exemple. On a également un enjeu d'urbanisme et d'optimisation de l'usage, puisque 50% de l'espace urbain est dédié à la voiture en moyenne. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'un véhicule restera stationné 95% de sa durée de vie. Donc pour une collectivité ou pour une entreprise, ça représente un actif qui est immobilisé et finalement qui sert assez peu à ce que l'entreprise ou la collectivité génère du chiffre, ou en tout cas réalise son activité correctement. Donc, il y a un enjeu d'optimisation de l'usage et de rationalisation. Et bien sûr un enjeu sanitaire, vous le savez probablement, avec les transports qui sont responsables de 48 000 décès par an en France. Merci. Je te passe la main, Chloé, pour Oui, les nouveaux enjeux et les nouvelles stratégies. tu peux passer à la slide
suivante. Donc, depuis 2025, donc, comme j'ai dit, la gestion des flottes automobiles évolue fortement. C'est un sujet qui devient transversal, qui est à la croisée des enjeux RH, fiscaux et environnementaux. D'un côté, on a les nouvelles règles sur les avantages en nature qui entraînent une hausse significative des coûts à la fois pour l'entreprise du côté des charges sociales, mais également du côté du collaborateur au niveau de son avantage en nature. De l'autre, on a la taxe incitative au verdissement des flottes de plus de 100 véhicules qui impose des seuils croissants d'électrification du parc avec des pénalités financières dès 2025. Et à cela s'ajoute une pression réglementaire liée à la directive CSRD qui impose un reporting structuré sur les émissions CO2 des flottes. Donc, ces évolutions vont rendre indispensable l'anticipation des impacts de ces réformes et ces évolutions sur notre parc. Il faut impérativement revoir sa stratégie en termes de renouvellement et étudier des modèles alternatifs que nous verrons tout à l'heure, comme par exemple le crédit mobilité. Merci. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Antoine? Je ne sais pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que sur les nouvelles règles de calcul des avantages en nature, bien souvent, on a des entreprises qui le quantifient assez peu ou pas de la bonne manière. Donc là, on est vraiment sur un impact important parce que ce qu'on vous montre ici, c'est les évaluations forfaitaires. Mais donc, quand on l'applique à un véhicule en location longue durée, il y a différents régimes également qu'il convient de comptabiliser. Et clairement, aujourd'hui, on voit que les mesures vont augmenter de plus 20% finalement la dépense finale en cotisation sociale ou salariale. Et ça a un impact assez important pour l'entreprise et pour le collaborateur sur sa fiche de paie à la fin et sur les impôts qu'il paiera. Donc finalement, travailler ce sujet fiscal, c'est se prémunir de toutes les évolutions fiscales qui pourraient voir le jour, puisqu'on voit que c'est un sujet qui est encore bien ballotté, quoi. Merci. Donc là, on va faire un focus sur cette réforme des avantages en nature. Les règles donc, de cette évaluation forfaitaire sont modifiées depuis l'arrêté du 27 février 2025. Mais ces nouvelles dispositions vont s'appliquer uniquement aux véhicules qui sont mis à disposition depuis le 1er février 2025. Donc déjà là, on voit qu'il y a une complexité dans le calcul des AEN qui va s'opérer à la fois pour les gestionnaires de parc, peut-être pour les RH, suivant qui fait ce genre de calcul. On s'aperçoit que les nouvelles règles sur les avantages nature favorisent clairement l'électrification des flottes avec donc la mise en place d'un abattement fiscal qui passe de 70% à 50% pour les véhicules électriques éco-scorés, je précise bien éco-scorés, avec un plafond qui est également relevé suite à cette réforme. Donc, le véhicule électrique devient beaucoup plus attractif en fait par rapport aux véhicules thermiques. Concrètement, l'avantage en nature d'un véhicule électrique avant et après réforme, suite à ces abattements, va rester le même, puisque le taux qui est appliqué, l'évaluation forfaitaire, va, elle, être rehaussée. Donc ces taux, comme je disais, sont revus à la hausse pour du coup l'ensemble des véhicules, sauf qu'évidemment les véhicules thermiques n'ont pas cet abattement fiscal. On voit des écarts, que ce soit en achat ou en location, qui sont significatifs. Dans le cas de forfait avec prise en charge du carburant, on va par exemple pour un véhicule loué passer d'un taux de 40% avant réforme à 67% après réforme, ce qui impacte très fortement le montant des avantages nature, donc qui impacte directement le revenu de votre collaborateur, mais aussi les charges sociales
de l'entreprise. C'est pour cette raison aussi que nous sommes de plus en plus contactés au sein d'EPSA pour faire une réévaluation du modèle de calcul de ces avantages en nature. Vous savez qu'il y a différentes méthodes de calcul, comme présentées dans les tableaux à l'écran, qui sont basées soit sur des évaluations forfaitaires, soit sur des évaluations des montants au réel. Eh bien, suite à cette réforme, l'impact du modèle de calcul d'avantages en nature va être extrêmement significatif suite à cette réforme. Et évidemment, la méthode de calcul au réel peut s'avérer, d'un point de vue économique, plus pertinente que la méthode d'évaluation au forfait. Néanmoins, celle-ci a un risque URSSAF qui est beaucoup plus fort que l'évaluation au forfait. Et pour ces sujets-là, nous sommes accompagnés par notre filiale EPSA Tax, qui permet de faire des recommandations sur la méthode la plus optimale en fonction de l'organisation en place pour chaque entreprise, en fonction de la mise en place de télématiques, par exemple, ou pas. Merci Chloé. Et donc, une petite précision pour les véhicules éco-scorés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà consulté la liste des véhicules éco-scorés, mais concrètement, ce sont des véhicules qui sont produits en Europe. Et l'idée derrière, bien sûr, c'est d'inciter à la production de véhicules européens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des Tesla ou BYD, donc des constructeurs chinois, par exemple, qui viennent produire en Europe. C'est pour être éligible à cet éco-score. Donc finalement, on est sur un protectionnisme qui marche plutôt bien puisqu'il dynamise le secteur automobile. Et derrière, bien sûr, en plus, on réduit l'impact environnemental de la production du véhicule, puisqu'on est sur des mix énergétiques qui sont bien meilleurs, par exemple, en Europe qu'en Asie. Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'on se retrouve aussi avec des catalogues qui vont beaucoup évoluer ces prochains temps, puisque les véhicules, tous les véhicules ne sont pas éco-scorés. Donc cette réforme va du coup favoriser l'électrification des parcs avec des véhicules forcément plutôt éco-scorés, mais elle encourage également la transition vers des solutions de mobilité alternatives comme le crédit mobilité qui va du coup devenir de plus en plus attractif par rapport à un véhicule de fonction thermique où l'avantage en nature augmente fortement. Donc, comme précisé, le cadre des avantages en nature évolue, la fiscalité devient de plus en plus contraignante, les montants à la fois pour le collaborateur et pour l'entreprise, les coûts augmentent et d'un point de vue RH, cela rend la communication de plus en plus complexe et la gestion aussi par les gestionnaires de parc de plus en plus complexe. Cela ouvre de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, le crédit mobilité s'impose comme une alternative agile, un levier d'attractivité RH qui est plus adapté aux besoins réels des collaborateurs. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une réelle attractivité dans les grandes agglomérations où les collaborateurs n'ont pas un besoin ou un attachement, on va dire, aux véhicules statutaires ou aux véhicules de fonction. Donc, c'est souvent dans ce cadre-là que c'est une solution complémentaire généralement qui est proposée aux collaborateurs qui ont le droit à un véhicule de fonction. Donc, on voit que des groupes comme Vinci, Air France, Fnac, Danone l'ont déjà intégré dans leur politique de mobilité. Pas forcément, évidemment, à toutes les catégories conducteurs, mais les catégories conducteurs qui ne nécessitent pas de véhicules d'un point de vue professionnel. Et on passe vraiment d'une logique donc, de possession à un fonctionnement d'usage qui est plus adapté aux besoins des collaborateurs et plus adapté à une conscience aussi environnementale qui émerge au sein des sociétés.
Merci Chloé. Et alors donc effectivement il y a des groupes tels que ceux que Chloé vous a communiqués, et puis il y a aussi plein d'autres petites structures, petites et moyennes structures qui déploient le crédit mobilité à tâtons aussi, puisque le contexte fiscal, vous l'avez compris, est assez instable. Un petit zoom justement sur ce crédit mobilité. Donc concrètement, le crédit mobilité, il peut prendre plusieurs formes. On a tendance à parler de crédit mobilité total, donc le crédit mobilité à 100%. Je me passe totalement de mon véhicule de fonction pour une alternative financière qui va me permettre de financer ma mobilité domicile-travail, ma mobilité professionnelle et en même temps personnelle. Donc là, c'est quand même une offre qui s'adresse particulièrement aux personnes qui sont en milieu urbain ou périurbain ou ayant déjà un véhicule au sein du foyer et donc qui n'ont pas besoin d'un deuxième véhicule. Donc là, ça implique une approche à quantifier d'un point de vue des impacts économiques, d'un point de vue des impacts environnementaux. Donc nous, on a développé une méthodologie chez EPSA, EPSA Ecodev, pour que on ait un plan de déploiement qui soit le plus précis possible sur les impacts, notamment sur les impacts fiscaux pour les entreprises. On a également le crédit mobilité partiel. Donc là, c'est je suis conscient que mon véhicule n'est pas adapté à mes usages et je souhaiterais avoir un véhicule plus petit, voire un véhicule, par exemple, en autopartage au sein de l'entreprise. Et je voudrais également une petite compensation financière pour le delta que je n'ai pas, auquel je n'ai pas accès à travers ce petit véhicule. Donc ça, c'est les deux offres de crédit mobilité qu'on retrouve le plus. Et puis après, on a les flottes de véhicules d'entreprise partagées qu'on peut utiliser soit ponctuellement, soit quotidiennement, selon l'offre qui va être déployée par l'entreprise. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que le crédit mobilité, c'est un dispositif qui est changeant ces derniers temps, puisque, enfin changeant, il n'a pas vraiment évolué depuis quelques années, mais en tout cas, le contexte et les contours de ce crédit mobilité tendent à évoluer, puisqu'on a eu une proposition de loi qui a été faite donc, en début 2025, afin que le crédit mobilité soit davantage reconnu comme une solution de mobilité et d'encourager la transition des flottes, puisqu'aujourd'hui, le crédit mobilité fait face à un flou juridique. Alors, c'est plutôt une opportunité pour les entreprises, mais on a tout intérêt à ce qu'il soit davantage structuré, comme c'est le cas, par exemple, chez nos amis belges, qui ont un crédit mobilité qui est beaucoup plus encadré et en même temps beaucoup plus simple à déployer pour les entreprises. Oui, peut-être pour parler concrètement, Antoine, c'est Ouais. le régime fiscal du Ouais. crédit mobilité qui est encore flou. Est-ce que c'est considéré comme un avantage en nature à 100% ou est-ce qu'on le considère comme un avantage en nature, comme un véhicule de fonction, donc 40% ou 60% par exemple? Voilà, et donc ça, là-dessus, nous, on observe beaucoup de pratiques différentes. Mm. Alors, soit on les observe, soit on les recommande selon la volonté de l'entreprise. Chaque approche implique différents risques, que ce soit auprès des collaborateurs, que ce soit auprès de l'État ou auprès de la direction. Et donc là-dessus, nous, on a déployé une méthodologie qui a vocation à évaluer les risques et surtout à quantifier l'impact économique et environnemental, comme je le disais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec ce crédit mobilité, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce sujet, c'est qu'on est sur une offre servicielle et donc qu'on a des solutions de paiement qui sont proposées. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le marché. Je ne vais pas les citer parce que je ne les ai pas tous en tête, donc je ne voudrais pas faire de défavoritisme. Mais on a aujourd'hui des solutions qui permettent donc de tracer les usages et donc d'être aussi beaucoup plus rigoureux sur les éventuels sujets fiscaux qu'on pourrait avoir, puisqu'une fois qu'on est en mesure de tracer les déplacements domicile-travail, les déplacements professionnels et les déplacements personnels, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, on a des éléments tangibles pour ce qui est de la décarbonation, puisque un
un des sujets aussi avec le crédit mobilité, c'est lorsqu'on passe au crédit mobilité, finalement, on perd la traçabilité des trajets personnels qui étaient faits initialement avec les véhicules de fonction. Donc, ce qui est bien, c'est que le crédit mobilité, lui, il va permettre de maîtriser les coûts, puisque une fois qu'on a alloué une enveloppe dédiée à la mobilité, on ne peut pas la dépasser. À la limite, on ne dépense pas l'intégralité de l'enveloppe, mais on ne peut pas la dépasser. Donc, pour les Et entreprises, petite, ouais, Antoine, je me permets juste d'intervenir. On se base ouais, généralement sur le TCO annuel du véhicule de fonction auquel a le droit ce même collaborateur. Donc, d'un point de vue économique, ça peut être complètement équilibré, enfin, ouais, à l'équilibre ouais, tout à pour fait. l'entreprise. Ouais, donc là-dessus, on a vraiment une approche similaire au coût de la voiture. Et en plus de ça, on se prémunit des dérives d'usage, puisque aujourd'hui, on sait qu'un des principaux coûts de l'exploitation d'une flotte, ce sont les frais de remise en état, qui coûtent énormément aux employeurs. On se retrouve avec plusieurs milliers d'euros parfois par véhicule à rembourser quand on rend le véhicule. Ça, c'est la mauvaise surprise. Et donc, le crédit mobilité, en se passant du véhicule, tout simplement, permet de réduire ce risque. Pareil sur les dépenses en carburant, où on est beaucoup moins Ouais. sujet aux aléas de la conduite du conducteur. Oui, donc pour rappel, sur le TCO d'un véhicule, 40% des postes de coût sont liés au comportement du conducteur. Donc notamment le carburant, les frais de remise en état, les sinistres, etc. Ouais. L'accidentologie également. Enfin bref, Ouais. c'est toute une surprise qui varie selon les conducteurs. Donc simplement un petit récapitulatif. Donc pour ce qui est de l'impact environnemental, on a une réduction de l'empreinte carbone, on a un alignement avec la CSR2 puisque on contribue aux objectifs de reporting extra-financier, on a une meilleure traçabilité des émissions de CO2, on a un avantage économique, alors qui va varier bien sûr selon le régime fiscal, comme le disait Chloé. On va aussi avoir cette référence TCO, donc se baser sur le TCO du véhicule. Et donc, clairement, on est sur de l'optimisation budgétaire. Et bien sûr, il y a ce sujet de l'attractivité RH, puisque on a un public de plus en plus jeune qui parfois se désintéresse de la voiture, c'est pas systématique, qui, dans les grandes métropoles, comme on le disait tout à l'heure, a plus d'intérêt à aller choisir d'autres solutions de mobilité. D'autres actions innovantes qu'on observe et qui sont très aléatoires selon les ambitions de chaque entreprise, selon la philosophie interne, selon la stratégie de décarbonation, et donc la suppression des flottes auto progressive. Donc on voit clairement que ces derniers temps, on est sur une rationalisation des parcs, on cherche à réduire le nombre de véhicules, notamment auprès des collectivités, des établissements publics, mais même dans le secteur privé. Pour ce qui est, si on élargit le spectre de la mobilité aux trajets professionnels autres que la voiture, on voit que sur les politiques de voyage, il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent la question d'instaurer un quota carbone. Alors parfois c'est par collaborateur, parfois c'est par service, mais la question se pose afin de baliser les éventuelles dérives liées à des déplacements qui seraient imprévus ou trop sollicités. On a des nouvelles offres avec des nouveaux financements, que ce soit avec le vélo de fonction, le crédit mobilité, des passes de transport en commun qui sont cumulables. Si on élargit, finalement, le crédit mobilité, c'est aussi le pendant du forfait mobilité durable pour ceux qui n'ont pas accès aux véhicules de fonction. Et ils sont tout à fait complémentaires. Et puis, on a aussi quand on va encore plus loin, des nouvelles politiques de recrutement. Ça varie bien sûr selon les secteurs et la dynamique des secteurs, mais on a des entreprises qui vont avoir tendance à favoriser des emplois locaux, en tout cas des habitats locaux, pour réduire les distances de domicile de travail et les trajets professionnels. Donc cette slide présente l'expertise croisée EPSA Procurement, Ecodev et EPSA Tax, cette expertise qui permet de transformer cette évolution réglementaire
en véritable levier stratégique. D'un côté, nous anticipant les impacts de ces évolutions, notamment des avantages nature, avec des simulations précises et des recommandations ciblées. Nous réalisons également une évaluation des risques, notamment d'un point de vue URSSAF, et on propose des solutions comme le crédit mobilité, où nous évaluons l'impact économique au niveau de l'entreprise et au niveau du salarié. Par exemple, pour le crédit mobilité, on va présenter plusieurs scénarios en prenant par exemple un couple marié avec 2 enfants, avec un salaire global de X milliers d'euros par an. Et nous allons évaluer l'impact, voilà, si il prend un véhicule de fonction, si il prend le crédit mobilité partiel ou total, quel est l'impact au niveau de son salaire, quel est l'impact au niveau de l'entreprise, du coût de l'entreprise, et aussi la dernière simulation qu'on fait généralement, c'est si l'entreprise propose une prime annuelle au lieu d'un crédit mobilité ou d'un véhicule de fonction. Donc dans ce cas-là, c'est le collaborateur qui se charge lui-même de financer son véhicule à titre personnel avec cette prime. Et on voit, on regarde les différentes simulations économiques suivant les différentes situations familiales, salariales, etc. Évidemment, on adapte toutes nos hypothèses à chaque entreprise. Donc ça, c'est un travail qui est effectué avec EPSATAX. Et avec Codev, par exemple, on optimise les choix de mobilité durable en tenant compte des enjeux économiques, environnementaux, RH et réglementaires de l'entreprise. On effectue une analyse TSO en profondeur. On fait des modélisations d'électrification du parc, des enquêtes d'électrocompatibilité des conducteurs avec l'analyse des usages des conducteurs. Donc ça, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ces Ouais, enquêtes, Antoine. ouais, tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est de croiser l'origine des données, puisque la plupart du temps, on travaille avec des entreprises qui vont avoir un état de parc relativement bien consolidé, donc avec les coûts de carburant, avec les loyers des véhicules, avec éventuellement les avantages en nature qui ont été payés, etc. Néanmoins, aujourd'hui, avoir un kilométrage annuel n'est pas suffisant pour identifier un bon potentiel de transition écologique, donc que ce soit sur l'électrification, que ce soit sur le potentiel de report modal avec le crédit mobilité, etc. Alors parfois, on a la chance de travailler avec des entreprises qui ont de la télématique, auquel cas on peut aller déjà un petit peu plus loin sur les usages quotidiens et identifier le potentiel, mais on peut aussi aller encore plus loin avec la diffusion d'enquêtes auprès du personnel qui permettent déjà d'identifier comment va prendre l'électrification, donc avec des collaborateurs qui sont en résidence individuelle en maison, d'autres qui vont plutôt être en copropriété, donc avec des enjeux de travail avec le syndic pour aller déployer des bornes de recharge. Donc là-dessus, l'enquête va permettre d'avoir une approche plus personnelle de la mobilité pour le détenteur de véhicules de fonction, toujours bien sûr de manière très anonyme. Mais on va aussi pouvoir identifier des contraintes personnelles telles que le transport d'enfants, des trajets qui seraient récurrents et qui ne pourraient pas permettre d'envisager le crédit mobilité. On peut aussi aller encore plus loin avec l'identification, par exemple, de bornes de recharge à proximité du domicile du collaborateur, en définissant donc des seuils de distance avec le domicile du collaborateur. On est en mesure de dire si celui-ci va pouvoir recharger son véhicule, par exemple, à proximité. Et derrière, donc on fait tourner notre moulinette et on est en mesure d'avoir un plan de renouvellement de véhicules qui est totalement aligné avec un plan de transition énergétique, de décarbonation avec des objectifs climatiques et surtout une trajectoire selon l'usage des véhicules d'année en année avec le renouvellement et l'arrivée de la nouvelle solution qu'on aura identifiée pour chaque véhicule. Donc on va vraiment avoir une stratégie de flotte de bout en bout qui permet de clairement identifier l'évolution
du TCO global de la flotte et des émissions de CO2 avec une approche toujours cycle de vie, donc usage et fabrication du véhicule. Je termine avec donc les références clients. Alors, elles n'y sont pas toutes, mais donc on vous a mis un petit panel des entreprises avec lesquelles nous avons pris plaisir à travailler, qui présentent toutes des enjeux différents, que ça aille donc du benchmark de solutions à la stratégie de flotte intégrale avec, comme je vous le disais, de l'enquête, d'identification de bornes de recharge géographique, avec parfois des entreprises qui partent de zéro et qui ont besoin de consolider un état de parc pour la première fois, parfois des entreprises qui sont déjà bien plus avancées et qui veulent simplement faire de la modélisation sur l'évolution de l'impact carbone de la flotte ou du TCO, selon des paramètres économiques, le coût du carburant, le coût de la recharge, etc. Donc voilà, on est en mesure d'adresser plein de sujets sur ce sujet de la flotte et qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Un petit mot de fin peut-être. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on est aujourd'hui sur des conséquences qui sont beaucoup plus directes, qui sont constatées, donc des signaux aussi bien faibles que forts. Donc, travailler sur tous ces sujets, que ce soit sur le report modal vers le crédit mobilité ou vers l'électrification, c'est aussi moins de coûts liés aux mobilités, avec à terme moins de coûts liés aux immobilisations, donc moins de véhicules, moins de parking, moins de carbone, donc qui concerne le scope 3. Pour toutes les entreprises qui réaliseraient un bilan carbone et bien sûr moins de pollution. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est bien sûr dans une période de mutation avec de nouveaux modes, de nouvelles pratiques. On constate quand même depuis le Covid, on est sur une approche beaucoup moins unidisciplinaire de la flotte, avec maintenant plein de paramètres et plein de solutions à apporter. Et surtout beaucoup de nouvelles responsabilités pour les gestionnaires de flotte qui viennent maintenant des gestionnaires aussi de mobilité au sens large du terme. Tout à fait. Et en termes de nouveautés, on peut parler des solutions de recharge. Nous sommes de plus en plus sollicités au sein d'EPSA pour accompagner les entreprises sur les politiques en termes de recharge, que ce soit sur site, que ce soit sur les voies publiques, mais aussi au sein des domiciles des conducteurs. Et pour cela, nous travaillons avec un bureau d'études spécialisé dans les solutions de recharge. Tout à fait. Merci Chloé. Merci à tous pour votre écoute. Nous nous tenons disponibles si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait poser vos questions sur le site d'EPSA, nous contacter. Vous pouvez envoyer un petit mail à vos questions, elles nous seront adressées. Et le replay est disponible également. Le replay de ce webinaire sera disponible sur le site depsa.com. Je crois dès demain, Antoine, il me semble. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous et à bientôt peut-être. Bonne journée. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir.